Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 8 avril 2020, eh bien, l'actualité fortement marquée par les hommes et femmes de médias qui étaient ce matin au siège du commandement opérationnel de la coordination technique du comité de pilotage du plan d'éveil et de riposte contre le Covid-19. Il était question pour ces derniers de s'imprégner du fonctionnement de cette structure. Voilà, à l'instant donc vous suivez ces hommes de médias, je les répète, qui étaient donc au commandement opérationnel de la coordination technique du comité de pilotage. Il était question pour les hommes de médias de s'imprégner du fonctionnement de cette structure. Voilà, donc retenez également que le ministère de l'Intérieur met désormais les pendules à l'heure au moment où le monde entier parle de la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Gabon. Certains compatriotes font toujours fi des gestes barrières. Voilà donc pour le sommaire de cette édition d'information. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ouvrons cette principale édition d'information par cette annonce qui nous vient du roi du Copil. Un nouveau cas testé positif au Covid-19 à Bitam dans le Wellington, qui porte au nombre de 34 deux patients souffrant aujourd'hui de cette pandémie au Gabon. Vous aurez plus de précisions dans l'intégralité de la conférence de presse du porte-parole du COPIL, le docteur Guy-Patrick Obiandan, qui sera diffusée dans nos programmes de ce soir. Activité présidentielle, cérémonie d'installation du grand chancelier des ordres nationaux ce matin. L'événement du palais présidentiel était dirigé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, chef de l'État en sa qualité de grand maître de l'ordre national du mérite. Bienvenue Minko, Armand Mopende pour plus de précisions. Événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Au salon des ambassadeurs ce jour, lutte contre le coronavirus oblige, le port de masques et de gants est obligatoire. En sa qualité de grand maître de l'ordre national du mérite gabonais, le président de la République dirige la cérémonie d'installation du grand chancelier des ordres nationaux. Précédemment, chef d'état-major particulier du président de la République, le contre-amiral Alain-Jérôme Mungue Ngoulé remplace à cette fonction l'amiral Hervé Nambo-Ndouani. Contre-amiral Mungue Ngoulé Alain-Jérôme. Promu pour ses compétences et ses qualités professionnelles hors du commun, l'ancien directeur de la coopération militaire et chef d'état-major général adjoint des forces armées gabonaises en charge des opérations s'engage ce jour pour un nouveau challenge, une nouvelle mission au service de la nation. Le nouveau commandant en chef des forces de défense et de sécurité également installé dans ses fonctions ce mercredi au palais de la présidence de la République. La cérémonie était présidée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous retrouvons Bienvenue Minko. Les images sont de Igor Ovunza. Premier de cordée pour cette double cérémonie de passation de commandement et de prestation de serment, le nouveau commandant en chef de la gendarmerie nationale. Des mains du président de la République, chef de l'État et chef suprême des forces de défense et de sécurité, le général de brigade Yves Baraswaga reçoit l'étendard du corps de gendarmerie. Après 6 mois passés à la tête de la direction générale des recherches, le général Yves Baraswaga doit désormais faire valoir ses nombreuses compétences au niveau de décision le plus élevé de son corps d'origine. Incorporé le 10 mars 1993, l'homme qui préside aujourd'hui aux destinées de la gendarmerie nationale dispose d'une bonne maîtrise des rouages et mécanismes de la maison. Je jure de défendre la patrie et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. Général Yves Ditengu, c'est lui, le nouveau chef d'état-major général des armées. Le successeur du général Ferdinand Gaspard Olamdon, qui reçoit ses attributs des mains du président de la République, est un officier supérieur rompu à la tâche. L'ancien commandant du Prytanée militaire de Libreville mesure certainement ce jour le poids de ses nouvelles responsabilités, avec la charge du commandement des opérations militaires sous les ordres directs du président de la République, chef suprême des armées pour la défense du territoire national. Le colonel Brice Clotaire Oligui Nguema est désormais le nouveau commandant en chef de la garde républicaine. La nomination rendue publique le vendredi 3 avril dernier est la consécration d'un parcours professionnel chargé d'expérience. Il remplace à ce poste le général Grégoire Kouna, promu conseiller spécial du président de la République pour les questions de défense et de sécurité.
6 mois après sa nomination à la direction générale des services spéciaux, l'ancien attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Sénégal bénéficie de la confiance du président de la République. Il sera suppléé dans sa mission par le colonel Jean-Luc Ndong Anvam pour assurer la protection du chef de l'État. Général de brigade Serge Hervé Ngoma, c'est le nouveau commandant en chef de la police nationale. Né le 25 octobre 1964, l'ancien préfet de police de Libreville, qui remplace le général Yves-Marcel Mapangou, assure désormais la charge de la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Entré à l'école nationale de Franceville en 1990, cet officier supérieur a su graver de la hiérarchie des forces de police nationale par son abnégation et son dévouement au travail. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu l'ensemble des promus de la chaîne de commandement militaire pour des instructions et des conseils d'usage dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Un communiqué dans cette édition d'information qui nous émane de la présidence de la République sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra le jeudi 9 avril 2020 à partir de 10 h. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Réunion également extraordinaire cet après-midi au siège du Sénat, une rencontre convoquée en urgence par la présidente de cette institution qui a d'ailleurs dirigé les travaux de cette réunion dont le sujet tournait essentiellement autour de la pandémie du Covid-19. Gervais Fabrice Oduga, Franck Mexan, Mangolo. Face à la propagation de la pandémie Covid-19 au Gabon, le président de la République a consulté les bureaux des deux chambres du Parlement conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution qui stipule que le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans des conditions déterminées par la loi. Le bureau du Sénat, reconnaissant l'extrême gravité de cette crise sanitaire et son impact dévastateur, tant au plan social qu'économique, approuve à l'unanimité la mise en œuvre des dispositions de l'article 25 de la Constitution autorisant le président de la République, chef de l'État, à proclamer l'état d'urgence dans l'intérêt supérieur de la nation. Peu avant, le Premier ministre a soumis à la Cour constitutionnelle une demande d'avis relative aux dispositions de l'article 25, à savoir si, dans les circonstances actuelles, le président de la République est bien fondé à recourir à une proclamation d'état d'urgence sanitaire. Journée très chargée pour Julien Kogué-Bekale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu une longue séance de travail avec les membres des commissions chargées notamment de la riposte contre le coronavirus avant d'avoir une autre séance de travail, cette fois-ci technique, avec quelques membres de son gouvernement. Le compte rendu avec Guy Ndambian et Victor Mundunga. Au moment où le Gabon enregistre désormais plus d'une trentaine de cas contrôlés positifs au Covid-19, le Premier ministre passe en revue le fonctionnement des commissions techniques et scientifiques créées pour la riposte contre la pandémie. Au niveau de la commission technique, le responsable nous a fait le point sur le fonctionnement des différentes sous-commissions. Et au niveau du comité scientifique, vous savez, c'est une structure qui vient d'être mise en place. Donc, ils nous ont évoqué certaines difficultés qu'ils ont et on a trouvé des solutions quant à leur fonctionnement optimal. Sur le plan national, la courbe épidémiologique du coronavirus est croissante. Une situation alarmante. Pour l'instant, nous sommes malheureusement à la phase ascendante et on espère que assez rapidement, avec les nouvelles mesures qui vont être prises, qu'assez rapidement on va atteindre ce pic et qu'il y aura des effervescences, donc chute de la courbe. Toujours pour faire face à la pandémie et de mettre en application les mesures sanitaires, sociales et économiques annoncées par le président de la République lors de son dernier discours à la nation, Julien Kogué-Bekale a également eu une séance de travail avec certains membres de son gouvernement en charge des ministères techniques pour donner forme aux orientations du chef de l'État.
La lutte contre le Covid-19, toujours d'actualité. Les 78 formations politiques légalement reconnues ont bénéficié ce matin d'un paquet du matériel médical offert notamment par le ministère de la Santé. La répartition a été faite au siège du Conseil national de la démocratie en présence du président de cette institution. Le point avec Marie-Jo Moussavou Makondi et Bertin Osaga. Il s'agit de 76 000 masques à raison de 950 par parti politique légalement reconnu et membre du CND, 157 thermoflash, 2 par parti politique et 880 gels hydroalcooliques, dont 11 par parti politique qui ont été distribués ce jour par Maître Séraphin Dao Rembogo, président du Conseil national de la démocratie, assisté de son adjoint professeur Kouenzi Mikala. Au moment où le gouvernement fait un effort, il est important que chacune et chacun d'entre nous emboîte le pas. Que chacune et chacun d'entre nous se comporte à bon samaritain, parce que c'est une mesure qui est salvatrice et qui concerne la protection de tous les Gabonais, quelle que soit leur étiquette. Le Covid-19, cette pandémie mondiale, mérite d'être combattue par tous. Je ne doute pas un seul instant que les partis politiques et leurs militants feront bon usage de ce don vital. Et j'invite les partis politiques également à relayer l'État qui ne peut pas tout faire. Les bénéficiaires de cet apport des plus hautes autorités de la République face au coronavirus adhèrent à ce dispositif mis en place. L'élan qui vient d'être promu ce matin pourra contribuer de manière efficiente à asseoir la stratégie de combat contre le corona qui permettra, n'est-ce pas, de rassurer, de protéger nos populations. Vivement que toutes ces mesures prises éloignent ce virus du Gabon. Nous vous le disions au sommaire de cette édition d'information, cette visite ce matin au poste de commandement opérationnel de la coordination technique du commandement technique du comité de pilotage du plan de veille et de riposte. Eh bien, cette structure recueille toutes les informations relatives au Covid-19 auprès des structures sanitaires et de la population. Il s'agit donc de recenser les cas qui sont aujourd'hui suspects. Betty Anzembe et Gérard Maniamia faisaient donc partie de cette délégation, suivant leur reportage. Tout se passe ici, dans les locaux du poste de commandement opérationnel de la coordination technique du comité de pilotage de plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus. Répartis en plusieurs commissions, chacune a une mission bien précise, à l'exemple de celle de prise en charge qui s'occupe du suivi des malades dès la contamination au virus. Par exemple, quelqu'un a appelé au 1410. Et il signale un certain nombre de problèmes ou de signes. Le 1410 réfère à la régulation médicale qui va qualifier le cas et qui va peut-être demander à l'équipe de surveillance épidémiologique de regarder le cas. Et si l'équipe de surveillance dit que c'est un cas suspect, on va le prendre ce cas, soit l'amener directement sur un site d'isolement ou un site de confinement. On fait un test. Et quand le test est positif, on l'envoie dans les formations sanitaires dédiées. Nous avons eu droit à une visite guidée de la structure afin de comprendre comment fonctionnent les équipes et comment la gestion de l'information se fait avant d'être rendue publique. L'autre journée de travail commence à 7 h où les équipes arrivent. Chaque équipe élabore un plan de travail pour le terrain en fonction des missions de chaque sous-commission. Et à 16 h, à partir de 16 h, toutes les sous-commissions se réunissent en plénière pour un rendu des résultats, de manière à faire une analyse de l'ensemble des problèmes qui ont été relevés, de manière à y apporter des solutions pour le lendemain. Sur le terrain, ces équipes sont reconnues par ce gilet rouge. Elles sillonnent les hôpitaux et les quartiers pour le recensement des cas suspects. En rapport justement avec la lutte contre le Covid-19, je vous propose de suivre cette déclaration du ministère de l'Intérieur, lui ici par le conseiller en communication de ce département, Jean-Éric Ndiengue-Mangala. À l'observation, de nombreux compatriotes, par incivisme, font malheureusement le choix de violer les dites mesures, notamment en transformant les lieux d'habitation en débit de boissons occasionnelles ou en lieux de culte informels.
la poursuite de la pratique des sports collectifs à l'instar du football de quartier et de rue, la fréquentation massive des marchés populaires au mépris de la distanciation sociale, le non-respect du confinement partiel, c'est-à-dire la circulation des personnes pendant les heures prohibées. Le gouvernement, qui ne souhaite pas mettre en péril la santé et l'avenir des populations du fait de l'irresponsabilité de certains compatriotes, instruit les forces de sécurité et de défense à demeurer fermes dans l'application stricte des mesures gouvernementales. Dans cette perspective, ces derniers sont autorisés à recourir, au besoin, aux mesures de coercition prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment l'interpellation immédiate des contrevenants, la saisie systématique du matériel servant à la continuité de l'exploitation concernée. Voilà, vous aurez donc l'intégralité de cette déclaration dans nos programmes de ce soir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette communication justement du ministère de l'Intérieur vient remettre les pendules à l'heure face à un ennemi invisible dont les victimes ne se comptent plus, mais dont les populations ne semblent toujours pas avoir pris la pleine mesure. Le commentaire d'Edgar Martial Chibinda. Le gouvernement, qui ne souhaite pas mettre en péril la santé et l'avenir des populations du fait de l'irresponsabilité de certains compatriotes, instruit. Le ton martial dans sa structuration, le communiqué du ministre d'État en charge de l'Intérieur, Noël Lambert-Mata, résonne comme un ultime avertissement face, nous citons, à l'incivisme de nombreux compatriotes, fin de citation, qui font le choix de violer les interdits édictés, les mesures barrières et le confinement partiel allant de 19h30 à 6h du matin. Si le communiqué met en exergue certaines confessions religieuses qui font fi des mesures gouvernementales en cette période de crise, il n'occulte en rien les nombreux compatriotes qui, malgré les près de 80 000 morts dans le monde victimes de coronavirus, semblent toujours penser que ça n'arrive qu'aux autres. Comment expliquer sinon une telle insouciance matérialisée au quotidien par un spectacle à peine compréhensible? À tous les carrefours, des foules impatientes certes d'embarquer dans un taxi, sans tenir compte toutefois de la distanciation sociale. Des clients encore en surnombre dans les taxis, des marchés ou commerces autour desquels s'agglutinent les clients, des lieux de culte informels et tout aussi informels, les débits de boissons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cas officiellement enregistrés au Gabon cachent forcément de nombreux autres à venir. Car, est-il besoin de le rappeler, le pic n'a pas encore été atteint. Et c'est fort de cela que le ministère de l'Intérieur hausse le ton. Les contrevenants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. L'interpellation immédiate des contrevenants, la saisie systématique du matériel servant à la continuité de l'exploitation concernée. Voilà, retenez également que Gabon Première s'allie également aux efforts consentis par le gouvernement de la République dans la lutte contre le coronavirus. De fait, les responsables de ce média ont mis en place un dispositif dès l'entrée de cette chaîne publique, ceci bien évidemment pour freiner la propagation de cette maladie. Lardingue Mamba, Francis Ngomo. La maison Georges Rawiri déploie un nouveau cordon sécuritaire afin de s'arrimer et d'être en phase avec les exigences du gouvernement de la République. L'entrée à la première chaîne de télévision gabonaise est conditionnée au strict respect du lavage de mains. Une mesure préventive qui vise à stopper la propagation du Covid-19. Mais c'est déjà pour notre santé à nous tous et pour la santé de ceux qui viennent nous rendre visite. Le gouvernement et les organismes internationaux ont pris la résolution de mettre des mesures barrières. Il faut qu'on les respecte. Nous voyons ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis. Forcément, il y aura des répercussions ici si nous ne respectons pas ces mesures barrières. Gabon Télévision s'arrime aux mesures de prévention contre le Covid-19 parce que la priorité, d'abord, nous qui sommes des communicateurs, c'est de veiller sur notre santé. La direction générale met en pratique les mesures du gouvernement. C'est une bonne action. Que Gabon Télévision s'arrime aux mesures barrières données par l'OMS et données par le gouvernement. Julien Ngemamba, régulateur de nouveaux dispositifs, veille au grain à l'applicabilité des orientations édictées par la direction générale des Gabon Télévision. Personne ne rentre sans laver les mains. Donc c'est la décision qui a été prise par le directeur général de Gabon Télévision. Quelqu'un arrive, vous dit, bon, passez d'abord laver les mains, il va d'abord te dire beaucoup de choses, oh machin, je suis pressé, mais ici c'est pas ça. Le respect et l'applicabilité des gestes barrières deviennent plus qu'un impératif afin d'éviter une contamination à grande échelle.
La chasse, la capture, la détention, la commercialisation, le transport, y compris la consommation des pangolins et des chauves-souris formellement interdits sur l'ensemble du territoire national. Le ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White, a pris un arrêté en application du principe de précaution dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Je vous propose un extrait de l'entretien qu'Eric Nzengi Badinga a eu avec Lucien Masuku, qui est le directeur général de la faune. Y a-t-il des preuves probantes et formelles qui mettent en cause les pangolins et les chauves-souris dans la transmission de la Covid-19? Plusieurs études, notamment celles publiées dans la revue scientifique internationale de renom Nature, révèlent que les pangolins et les chauves-souris sont porteurs de coronavirus liés au SARS-CoV-2 qui est à l'origine aujourd'hui de la pandémie Covid-19. Cette même étude indique que le virus actuel est une recombinaison de deux virus différents, l'un proche du pangolin et l'autre de la chauve-souris. Voilà, dans nos programmes, vous aurez l'intégralité de cet entretien entre le directeur de la faune et le journaliste de Gabon Télévision, Eric Nzengi Badinga. En cette période de Covid-19, eh bien, une dizaine de familles se voient aujourd'hui expulsées d'un logis suite à une décision de justice. Les déguerpissent donc des lieux après plusieurs sommations. Des explications avec Dave Moubele-Pendi, Victor Mundunga. Une dizaine de familles expulsées d'une bâtisse R+1 au quartier Plaine-Rôti en cette période de Covid-19. S'il y a une maison vide maintenant, le baron ne peut pas accepter quand le Nous allons dormir là. Quand le camion quitte là, on lance nos matériaux, là, on jette les matériaux. Les occupants des lieux, victimes collatérales d'une décision de justice suite à un litige de parcelles opposant les cousins Germain, Denis Major Ngonze à David Komebitere, dont les géniteurs ont été à l'origine de la construction, se déchirent pour le contrôle du bien. En tant que locataire, nous, ça ne nous regarde pas. On supplie le gouvernement avec l'épidémie qui est en train de faire ravage dans tout le monde entier. On se sent abandonné. Au moment où notre pays applique le confinement lié à cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde, n'était-il pas nécessaire de surseoir cette décision au regard de la détresse dans laquelle ces familles se retrouvent? Là, on est plus de 10 là, donc ça veut dire que réellement, s'il y a quelqu'un qui a la maladie, autant que nous sommes, on est déjà contaminés. Donc, pour de moyens de prévention, on aimerait vraiment qu'ils viennent régler la situation, afin que chacun de nous ne trouve sa demeure. Une interpellation qui doit faire école et nous enseigner sur les efforts de solidarité auxquels nous devons tous consentir en cette période si particulière. Un invité dans cette édition d'information, il s'agit du directeur du patrimoine de l'État, M. Mikolo Banaka Rodrigue. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, madame. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes là justement pour nous parler des logements administratifs. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le reportage que nous venons de suivre, mais ces logements administratifs, de quoi s'agit-il? Merci, madame. Je suis ici pour dire que sur instruction de monsieur le ministre de l'économie et des finances, la décision par lui prise relative à la libération des logements administratifs par les personnes qui l'occupent illégalement est suspendue, ce en application des mesures prises par le président et le chef de l'État sur la protection des populations pendant cette période de Covid-19. Alors, c'est peut-être revenir justement, c'est vrai que c'est une décision du chef de l'État, mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette mesure prise par le ministère des Finances, alors qu'il y avait déjà un préavis justement pour ces retraités qui vivaient dans ces logements? La décision de monsieur le ministre de l'économie, madame, se justifie essentiellement par l'application stricto sensu de l'article 2 et 3 du décret numéro 175 du 26 février 1987 qui réglemente l'accès au logement administratif pour les fonctionnaires et pour les agents de la fonction publique. Dans les articles 2 et suivants de ce décret, il est prévu que le droit au logement administratif est conditionné par l'exercice d'un emploi public et par la participation aux frais de logement. Or, il se trouve que parmi nos compatriotes qui sont dans ces logements, beaucoup ne remplissent plus ces conditions. Donc le ministre de l'économie a pris une mesure d'équité, de justice sociale bien sûr,
pour que ceux qui ne méritent pas d'être dans ces maisons, pour l'instant, puissent les libérer et que l'État derrière va faire des réparations pour que d'autres compatriotes qui arrivent dans la fonction publique dans l'administration puissent également les occuper. C'est ce qui motive la décision du ministre, qui est une décision juste et équitable. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces retraités qui logent encore dans ces bâtisses administratives? Aujourd'hui, sur 399 logements que nous avons 102 personnes qui occupent de façon illégale. Madame, il ne s'agit pas seulement des retraités. Il y a aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec l'administration, qui n'ont jamais eu un lien avec l'administration, qui habitent dans ces maisons administratives. Donc, il va falloir qu'on fasse du toilettage pour que les jeunes fonctionnaires qui arrivent puissent les intégrer, pour leur permettre également de se préparer à faire autre chose. Merci encore, Monsieur le Directeur, pour toutes ces informations. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Monsieur Rodrigue Mikolo Banaka, Directeur du patrimoine de l'État. La suite de cette édition d'information, deux membres du gouvernement de la République en conclave ce matin. Il s'agit des ministres de l'enseignement supérieur et celui des transports. Au cœur de leur discussion, eh bien, la construction des amphithéâtres dans les 3 grandes universités publiques du Gabon. Cabrel Guilain-Lemami, Jean de Dieu Mambondo. Les universités gabonaises connaissent un surpeuplement d'étudiants depuis plusieurs années. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence. Et c'est sur instruction du Premier ministre Julien Kogué-Bekale que se tient cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des Infrastructures. Les deux personnalités ont à l'entame des échanges fait un état des lieux des 3 bassins académiques avant de plancher sur les stratégies devant permettre la réalisation du projet de construction des amphithéâtres dans les 3 grandes universités publiques du pays. Nous avons 3 universités, 3 bassins académiques, une capacité d'accueil de 12 000 places et une population de 45 000 étudiants. Nous sommes donc devant un phénomène de surpeuplement de nos universités évident. Il faut donc absolument augmenter les capacités d'accueil. Le dossier des amphis, à ce titre-là, nous apporte un début de solution qui sera complète, la solution bien sûr, avec l'ouverture de nouveaux bassins académiques. Le ministère des Infrastructures, dans la recherche des solutions viables pour l'intérêt des étudiants, accompagnera le département de l'enseignement supérieur dans la conception et la réalisation de ce projet. Il s'agit ici d'accompagner le ministère de l'enseignement supérieur pour réaliser donc ces projets importants. Nous sommes très préoccupés d'accélérer ces projets à l'effet donc de rendre nos universités viables pour les populations universitaires. Les deux membres du gouvernement ont par ailleurs mis en place une équipe de pilotage qui devra conduire l'ensemble du processus. Retenez également qu'une délégation de l'autorité de régulation des transports ferroviaires s'est rendue ce matin dans les locaux de la CETRAG. Il était question pour les membres de cette délégation de faire le point sur le niveau d'avancement des travaux du programme de remise à niveau des infrastructures ferroviaires, travaux qui pourraient reprendre après plusieurs jours d'arrêt. Dans notre édition de 23 h, nous reviendrons avec Tassiana Miko sur cette information. Alors, c'est la fin de cette édition d'information, mais le rappel des titres avant de nous séparer. Toujours dans le cadre de cette pandémie, le président du Sénat, le docteur Lucie Milebou, épouse Mboussou, a tenu ce matin une réunion extraordinaire au siège de l'institution. Dans ce journal, vous avez vu donc la quintessence de cette rencontre. Le ministère de l'Intérieur met les pendules à l'heure au moment où le monde entier lutte contre la pandémie du Covid-19 au Gabon. Certains compatriotes font fi des gestes barrières qui s'imposent. Et puis, vous l'avez constaté dans ce journal, les hommes et femmes de médias étaient ce matin au siège du commandement opérationnel de la coordination technique du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Covid-19. Il était question pour ces derniers de s'imprégner du fonctionnement réel de cette structure. Voilà, retenez toutefois qu'un nouveau cas testé positif au Covid-19 a été déclaré à Bitam. La déclaration a été faite par le porte-parole du COPIL, le docteur Guy-Patrick Obiandan, que vous suivrez d'ailleurs en intégralité dans nos programmes de ce soir. Merci encore de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Gabon Première.